J'ai encore du mal à croire que je suis enfin en train de mettre tout ça par écrit. Pendant 3 ans, j'ai gardé cette expérience enfermée, un secret partagé uniquement avec ma sœur, et même elle me regarde avec un air de pitié, comme si j'avais fini par complètement perdre les pédales. Mais après avoir découvert tant de récits en ligne, des histoires de rencontres avec ces créatures, venant de gens qui semblent aussi sensés et équilibrés que je pense l'être, j'ai décidé qu'il était temps. Il est temps de raconter ma propre histoire, de documenter ce qui m'est arrivé durant cet automne 2021, à la fois brut, magnifique et terrifiant. Ce n'est pas une histoire que j'ai entendue au coin du feu, ni une anecdote transmise par l'ami d'un ami. C'est à moi que c'est arrivé, directement à moi, et il ne se passe pas un seul jour sans que je pense à cette créature et au temps que nous avons partagé. Ce que je m'apprête à vous raconter va remettre en question votre perception du monde, mais je le jure sur ma vie, chaque mot est la pure vérité. Je fais de la randonnée dans les Cascade Mountains depuis que je suis toute petite. Ma famille possédait un chalet rustique et isolé, au cœur des North Cascades, à une bonne quinzaine de kilomètres du départ de sentier le plus proche, niché dans un coin de nature si sauvage que peu de gens s'y aventuraient. Ce n'était pas une merveille architecturale, juste une structure simple et solide, avec 4 murs et un poêle à bois en fonte que ma grand-mère, une femme d'une trempe et d'une autonomie incroyable, avait construit de ses propres mains dans les années 70, une époque où l'on pouvait encore se tailler un bout du monde sans se noyer dans la paperasse et les permis. Ma mère m'y emmenait quand j'étais jeune, m'enseignant le langage de la forêt. Elle m'a appris à lire les signes laissés par les animaux, à identifier les plantes comestibles et à les distinguer de leurs sosis vénéneux, et surtout à respecter la nature, à comprendre que nous n'étions que des invités dans un monde bien plus ancien et puissant que nous. Après le décès de ma mère il y a 5 ans, j'ai perpétué la tradition, cherchant le réconfort dans le silence des montagnes. Je montais seul à ce chalet au moins une fois par mois, parfois plus souvent lorsque le poids oppressant de la vie citadine devenait trop lourd à porter. La solitude que j'y trouvais était une chose rare et précieuse, que je ne pouvais trouver nulle part ailleurs. Il n'y avait pas de réseau, pas d'internet, pas de bourdonnement incessant de la circulation et des machines. Il n'y avait que moi, les montagnes et mes pensées, enveloppées par des arbres centenaires et la symphonie de la nature sauvage, l'eau se précipitant sur les pierres, les oiseaux s'appelant à travers la vaste étendue verte. Cet après-midi de septembre a commencé comme n'importe quelle autre randonnée que j'avais entreprise d'innombrables fois. J'ai garé mon pick-up au départ du sentier vers 13 heures, certaine d'avoir amplement de lumière du jour pour atteindre le chalet avant la tombée de la nuit. Le soleil était un orbe brillant dans un ciel sans nuages, l'air vif et parfait pour la randonnée. Assez frais pour éviter de trop transpirer, mais pas au point de nécessiter des couches de vêtements encombrantes. J'étais en pleine forme physique grâce à des années de randonnée et d'escalade. Et je connaissais ce sentier sur le bout des doigts. J'aurais pu le parcourir les yeux bandés, reconnaissant chaque virage, chaque traversée de ruisseau, chaque formation rocheuse distinctive qui marquait ma progression. Le parking était désert, à l'exception de mon pick-up, ce qui était courant pour un jour de semaine fin septembre. Ce sentier était un secret local, et ceux qui le connaissaient étaient assez sages pour se méfier à cette période avancée de la saison. Le temps en haute montagne pouvait devenir capricieux sans prévenir. Une belle journée d'automne pouvait se transformer en blizzard en quelques heures. La neige pouvait arriver à tout moment maintenant. Et une fois qu'elle commencerait à s'accumuler, le sentier deviendrait impraticable jusqu'au dégel printanier. Je me disais qu'il me restait encore quelques semaines avant de devoir préparer le chalet pour l'hiver et lui dire adieu jusqu'en avril ou mai. C'est en cette journée parfaite que j'ai commis une erreur d'inattention presque catastrophique. Après environ 6 kilomètres, je me suis arrêté pour me reposer sur un affleurement rocheux qui offrait une vue panoramique spectaculaire. Et j'y suis resté bien trop longtemps.
Le panorama était à couper le souffle cet après-midi-là, un de ces jours d'automne parfaits où l'air est si cristallin qu'on a l'impression de voir jusqu'au bout du monde. Les montagnes s'étendaient devant moi en une succession de crêtes bleu-vert, se fondant au loin dans un violet brumeux. Les feuilles changeantes sur les pentes inférieures flambaient par plaques d'or et d'orange vif, contrastant avec le vert profond et stoïque des conifères. Assise sur un rocher chauffé par le soleil, je mangeais mon déjeuner, hypnotisé par un faucon planant sur les courants thermiques au-dessus de la vallée, et j'ai totalement perdu la notion du temps. Quand j'ai finalement jeté un œil à ma montre, une décharge de panique m'a traversé. J'avais gaspillé près de 2 heures à rester assise là, à rêvasser. Le soleil était déjà visiblement plus bas dans le ciel, projetant de longues ombres sur le paysage. J'ai maudit mon manque de vigilance, ma stupide distraction, et je me suis immédiatement remise en route en accélérant le pas. Mais le mal était fait. J'avais perdu une précieuse lumière du jour que je ne pourrais jamais récupérer. J'ai forcé l'allure après ça, mais le sentier devient de plus en plus difficile à mesure que l'on s'enfonce dans l'arrière-pays. Il y a des sections périlleuses d'éboulis instables qui exigent de faire attention où l'on met les pieds, des montées abruptes où il faut s'aider des mains pour grimper, et des passages où d'anciennes racines d'arbres sillonnent le chemin comme des pièges. À certains endroits, le sentier se rétrécit en un mince ruban le long d'une crête élevée, avec des précipices dangereux de chaque côté. On ne peut pas se précipiter sur un tel terrain, à moins de vouloir finir blessé et seul, sans aucun moyen d'appeler à l'aide. Vers 18 heures, la lumière déclinait déjà sous le dense couvert des arbres. La forêt s'assombrit à une vitesse déconcertante là-haut, les immenses conifères anciens agissant comme une épaisse couverture, bloquant les derniers vestiges du jour. De longues ombres déformées s'étiraient sur le sentier comme des doigts avides, et un rapide calcul mental m'a indiqué que j'étais encore à au moins 2 heures du chalet. Probablement plus maintenant que je devrais naviguer dans la pénombre. C'est là que j'ai dû faire face à l'inévitable. Je n'arriverai pas au chalet avant la nuit noire. Randonner sur ces sentiers de nuit est une pure folie, une invitation au désastre. Trop de racines pour trébucher, trop de ravins invisibles, trop de façons de se blesser gravement sans personne pour vous trouver. Je l'avais fait une fois par pure nécessité, en utilisant ma lampe frontale pour avancer pas à pas sur le sentier, et je m'étais juré de ne plus jamais recommencer. Chaque ombre s'était transformée en menace, et chaque bruit m'avait fait sursauter. Une section de 2 heures en avait pris 6, plus jamais. Alors j'ai commencé à inspecter les bois à la recherche d'un endroit convenable pour planter ma tente pour la nuit. J'emportais toujours un équipement de camping complet, même pour ces excursions au chalet. Une règle de sécurité élémentaire en pleine nature que ma mère m'avait inculquée depuis l'enfance. Les environs immédiats étaient loin d'être idéaux. Le sol était inégal et rocailleux, tapissé d'une épaisse couche d'aiguilles de pin et de feuilles en décomposition. J'avais besoin d'une parcelle relativement plate, assez loin du sentier pour être hors de vue, mais pas au point de me perdre en essayant de le retrouver le matin. Mon sac à dos me semblait chargé de briques et un épuisement profond commençait à s'installer. C'est à ce moment-là que je l'ai entendu pour la première fois. Un son grave, plaintif. Au début, je l'ai ignoré, pensant que c'était le vent qui soupirait dans les hautes branches, ou peut-être un oiseau étrange que je ne reconnaissais pas. Mais le son est revenu, plus fort cette fois, plus distinct, et je me suis figé sur place. Ma main s'est instinctivement portée sur le couteau de chasse à ma ceinture, mes doigts se resserrant sur la poignée familière. C'était un cri, mais un cri comme je n'en avais jamais entendu. C'était terriblement proche de l'humain, comme quelqu'un hurlant de douleur atroce ou de peur mortelle. Mais mêlé à cette qualité humaine, il y avait autre chose. Quelque chose de sauvage et de primal qui m'a fait hérisser les poils sur les bras et a envoyé un frisson glacial le long de ma colonne vertébrale. Le son a résonné à travers la forêt silencieuse, ricochant sur les arbres et les rochers avant de s'évanouir. Je suis resté là, complètement immobile, mon cœur battant la chamade contre mes côtes.
Pendant un long moment, il n'y eut que le silence familier de la forêt au crépuscule. Puis le cri a retenti de nouveau, et cette fois, j'ai pu localiser sa direction. Hors du sentier, sur ma droite, en bas de la pente boisée et escarpée. À peut-être 400 mètres, voire moins. La distance est trompeuse en montagne, mais c'était proche. Chaque instinct, affûté par des années passées dans la nature, me hurlait de l'ignorer et de continuer à avancer. Ma grand-mère racontait des histoires au coin du feu dans ce même chalet. Des contes sur des choses qui habitaient les hautes montagnes, des choses qui faisaient des bruits conçus pour attirer les imprudents hors de la sécurité du chemin. « Si jamais tu entends quelque chose d'étrange dans ces montagnes, disait-elle d'une voix basse et sérieuse, tu te retournes et tu marches dans l'autre sens. Pas de questions, pas de curiosité, tu t'en vas, c'est tout. » Je les avais toujours considérés comme du folklore, des contes de mise en garde pour empêcher les enfants de s'éloigner. Mais là, dans l'obscurité grandissante, avec ce son terrible résonnant, encore à mes oreilles, ces vieilles histoires semblaient terriblement réelles. Mais une autre voix, plus pragmatique, s'est élevée dans ma tête. J'avais aussi entendu de vraies histoires de randonneurs perdus, de véritables comptes rendus d'équipes de recherche et de sauvetage sur des gens qui étaient tombés et s'étaient cassés des os, piégés et impuissants. C'était le territoire de l'ours noir. Et si quelqu'un était réellement en danger, mon téléphone portable était inutile ici. Si quelqu'un était blessé, je pourrais être son seul espoir pendant des jours. Je ne pourrais pas vivre avec moi-même si j'abandonnais quelqu'un qui était peut-être en train de mourir seul dans les bois. Après un débat interne tendu, la compassion l'a emporté sur la peur. J'ai ajusté mon sac, sorti ma lampe de poche et j'ai quitté le sentier, mon autre main ne quittant jamais la garde de mon couteau. Le terrain était brutal. J'ai progressé à travers des sous-bois denses, enjambant des troncs d'arbres tombés et couverts de mousse et me baissant sous des branches basses. Après une dizaine de minutes de progression prudente, j'ai de nouveau entendu le son, beaucoup plus proche maintenant. C'était plus faible cette fois, plus un gémissement de douleur qu'un cri à plein poumon. Ce son a renforcé ma conviction. Ce n'était pas un leurre, c'était le son d'une souffrance authentique. J'ai accéléré le pas, le cœur battant d'un mélange de peur et d'urgence. À travers les arbres devant moi, j'ai vu une petite clairière, d'une dizaine de mètres de diamètre, entourée de cèdres et de sapins de Douglas colossaux. Et là, au pied d'un cèdre massif, quelque chose gisait dans les feuilles mortes. Ma première pensée a été une personne portant un lourd manteau de fourrure. Mais en m'approchant, mon cerveau peinait à analyser la scène impossible qui se présentait à moi. La créature était allongée sur le côté, une jambe tordue à un angle qui défiait l'anatomie. Elle était clairement horriblement cassée. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait en respiration courte et rapide. Tandis que je regardais, elle a poussé un autre de ces terribles et faibles gémissements. Elle était jeune, peut-être de la taille d'une femme adulte, mais ses proportions étaient complètement anormales. Ses bras étaient trop longs, ses épaules incroyablement larges. Son corps entier était couvert de poils épais, emmêlés, d'un brun rougeâtre. Ce n'était pas un costume. Les poils poussaient sur une peau dure et tannée, et ses mains, repliées contre sa poitrine, avaient de longs doigts et des ongles épais et sombres qui ressemblaient de plus à des griffes. C'était un Bigfoot vivant, respirant et gravement blessé. Mon esprit vacillait. Tout ce que je savais sur la sécurité en pleine nature me disait de reculer lentement. Un animal blessé est un animal dangereux. Mais ça, ce n'était pas juste un animal. Les sons qu'il émettait, l'intelligence que je pouvais sentir même à distance. J'ai levé les yeux et j'ai vu des branches fraîchement cassées à 12 mètres de hauteur sur le cèdre. Il avait dû tomber. J'ai fait un pas prudent en avant. Le craquement des feuilles sous ma botte était assourdissant. Le corps de la créature s'est tendu et elle a lentement, péniblement tourné la tête vers moi. J'ai vu son visage. Il était plus large et plus plat que celui d'un humain, quelque part entre le singe et l'homme, mais entièrement unique. Le nez était large, la bouche partiellement cachée par les poils.
Mais ce sont ses yeux qui m'ont captivé. Ils étaient marron foncé, presque noirs, et ils étaient remplis non seulement de peur, mais aussi d'une intelligence saisissante, indéniable. Elle était consciente, m'évaluait, essayait de comprendre ce que j'étais. Je me suis lentement accroupi pour paraître plus petite, moins menaçante, et j'ai commencé à parler. Je parlais d'un ton bas, calme et monotone, expliquant que je n'étais pas là pour lui faire du mal, que je voyais sa blessure, que je voulais aider. Elle ne pouvait pas comprendre mes mots, mais j'espérais qu'elle pourrait comprendre mon intention. Je me suis approché centimètre par centimètre, m'arrêtant à environ 1,50 m. La créature suivait chacun de mes mouvements. Puis, dans un geste qui a fait voler mon monde en éclats, elle a tendu une main aux longs doigts et a doucement, avec hésitation, touché mon genou. C'était une supplique, c'était une permission, c'était un acte de confiance. Le soleil s'était couché et la clairière sombrait dans une ombre profonde. J'ai calé ma lampe de poche sur un rocher pour éclairer la jambe cassée et je me suis mis au travail. Ma formation au premier secours en pleine nature me semblait terriblement insuffisante, mais c'était tout ce que j'avais. La jambe devait être redressée. Ça allait être une agonie. Je me suis positionné à ses pieds. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai regardé son visage. Elle s'agrippait à la terre avec sa main valide, la mâchoire serrée. Je me suis préparé et j'ai tiré. La créature a hurlé. Un son brut et perçant de pure agonie qui a déchiré la clairière. Elle a agité le haut de son corps, mais ne s'est pas débattue. J'ai senti le grincement horrible des os l'un contre l'autre à travers mes mains, et j'ai failli vomir, mais j'ai continué à tirer jusqu'à ce que la jambe soit droite. La créature est devenue flasque, s'évanouissant heureusement à cause de la douleur. Travaillant frénétiquement, j'ai improvisé une attelle avec les piquets en métal de ma tente, les positionnant de chaque côté de la fracture. J'ai enroulé fermement la jambe avec tous les rouleaux de bandage élastiques que j'avais. Puis, j'ai renforcé toute la structure avec près d'un rouleau complet de ruban adhésif toilé. Quand j'ai eu fini, la jambe était immobilisée dans un plâtre rudimentaire mais efficace. Je ne pouvais pas la laisser ici. Elle avait besoin d'un abri et de chaleur. L'adrénaline m'a donné des forces tandis que je montais rapidement ma tente, 3 places à proximité. Le plus difficile a été de la déplacer. La créature était un poids mort, facilement 80 kilos de muscles purs. Je l'ai traînée, centimètre par centimètre, à travers la clairière, et j'ai lutté pour faire entrer son corps inerte dans la tente. À l'intérieur, à la lumière de ma lanterne, je pouvais voir ses traits plus clairement. Le front proéminent, le visage large, les mains puissantes, semblables à celles d'un humain. Sa respiration était régulière. Elle dormait maintenant, pas seulement inconsciente. J'ai ouvert mon sac de couchage pour l'utiliser comme une couverture, nous couvrant toutes les deux dans l'espace exigu. L'air était chargé d'une odeur sauvage et terreuse, mais je m'en fichais. Je devais être là si son état s'aggravait. Elle s'est réveillée 4 fois pendant cette longue nuit surréaliste. Chaque fois, je croisais ses yeux intelligents dans l'obscurité, remplis de confusion. Je lui parlais de cette même voix basse et calme, et chaque fois, elle se détendait et se rendormait. Au matin, elle semblait me reconnaître. Je savais que nous ne pouvions pas rester. Le chalet, avec son poêle, son lit et de meilleures provisions, était notre seule vraie chance. J'ai expliqué mon plan avec des gestes, pointant sa jambe, puis dans la direction du chalet. Elle m'a regardé, la tête penchée. Et quand j'ai démonté la tente, elle l'a compris et s'est traînée sur les feuilles. Puis ont suivi les 2 heures les plus exigeantes physiquement de ma vie. Je me suis accroupi et la créature, comprenant, a enroulé ses longs bras autour de mon cou. Je l'ai soulevé, chancelant sous le poids immense, et j'ai commencé le voyage. Chaque pas était une bataille. Mon dos hurlait, mes jambes brûlaient, mais j'ai continué, me reposant toutes les quelques minutes. La créature s'accrochait fermement, ne faisant que de petits bruits de douleur lorsque je trébuchais.
Quand le chalet est enfin apparu, j'ai failli pleurer de soulagement. J'ai réussi à nous faire entrer et j'ai déposé la créature sur le lit où elle est tombée dans un sommeil épuisé presque immédiatement. Je me suis effondré sur le sol, chaque muscle de mon corps hurlant, mais nous y étions arrivés. Les jours suivants se sont installés dans une routine étrange et merveilleuse. Je maintenais le feu, soignais sa jambe et préparais des repas simples de soupe en conserve et de flocons d'avoine. À ma grande surprise, elle a appris à se servir d'une cuillère avec une rapidité stupéfiante, sa maladresse initiale étant rapidement remplacée par des mouvements habiles et précis. Nous avons développé un langage simple de gestes et de sons. C'était un apprenant incroyablement rapide. Son esprit était une véritable éponge. Le 5e jour, elle a essayé de se lever et je me suis précipité pour la soutenir. Pendant 30 secondes, elle s'est tenue sur sa bonne jambe, s'appuyant sur moi et sur le mur, plus grande que moi, sa charpente puissante, dégageant une détermination tranquille. Au cours de la semaine suivante, nous avons noué une amitié profonde et tacite. J'ai commencé à lui lire mon roman de poche à voix haute et elle écoutait pendant des heures, les yeux fermés en concentration, apparemment fascinée par le rythme de ma voix. La force de la créature revenait de jour en jour. J'ai fabriqué une béquille rudimentaire à partir d'une branche solide et bientôt elle boitillait dans le petit chalet, sa curiosité sans limite. Elle a appris comment fonctionnait la pompe du puits, comment remuer les œufs sur le poêle, comment plier les couvertures. Elle m'observait, imitant mes manières, une inclinaison de la tête, une façon de s'asseoir. Elle apprenait non seulement des compétences, mais peut-être aussi ce que signifiait être avec un humain. Après presque un mois, je savais que notre temps ensemble touchait à sa fin. Sa jambe guérissait et elle pouvait marcher, bien qu'en boitant sans la béquille. Elle devenait agitée, passant des heures sur le porche, le regard fixé sur les bois profonds qui étaient sa maison. Le matin du 33e jour, je me suis réveillé et je l'ai trouvée debout dans la clairière, testant son poids sur la jambe blessée. Elle a marché en un cercle lent, le visage crispé par la douleur, mais elle marchait. Elle m'a vu l'observer et nous avons partagé un long regard silencieux. Nous savions, toutes les deux, nous avons pris le petit déjeuner ensemble une dernière fois. Ensuite, elle s'est dirigée vers la porte et je l'ai suivie sur le porche. Elle s'est tournée vers moi et dans un geste qui m'a fait monter les larmes aux yeux, elle a posé sa grande main sur mon épaule et l'a serrée doucement. C'était un adieu, c'était un merci, c'était tout. Puis, elle s'est retournée, a traversé la clairière et est entrée dans les arbres, disparaissant dans les ombres. Je suis resté 2 jours de plus, espérant qu'elle reviendrait. Le sac de nourriture que j'avais laissé sur le porche avait disparu le 2e matin. C'était mon signe. Retourner à ma vie citadine a été une expérience déroutante et surréaliste. Comment pouvais-je expliquer que j'avais passé le dernier mois à soigner un Bigfoot? Je n'avais aucune preuve, seulement des souvenirs vifs et indélébiles. Je retourne souvent au chalet maintenant. Je laisse toujours de la nourriture et elle a toujours disparu lors de ma visite suivante. Je ne vois pas la créature à chaque fois, mais il y a des signes. Des empreintes trop grandes pour être humaines, une pile de bois de chauffage soigneusement rangée sur mon porche que je n'ai pas coupée. 3 mois après son départ, je l'ai revue. Je marchais sur le sentier quand j'ai entendu un bruissement au-dessus de moi. Elle était assise sur une branche, à 6 mètres de haut, l'air saine et forte. Elle a émis ce son grave et grondant de contentement que je connaissais si bien. Puis, elle a levé la main et m'a fait signe. Un vrai salut de la main, comme un humain. Je lui ai répondu, les larmes coulant sur mon visage. Elle a soutenu mon regard un instant de plus avant de bondir dans la canopée et de disparaître. Voilà mon histoire. Un Bigfoot vit dans les Cascade Mountains avec une jambe guérie. Un Bigfoot qui sait se servir d'une fourchette et faire un signe de la main à une amie. Et je suis la femme qui l'a aidé. Parfois, par habitude, je mets encore 2 assiettes sur la table du chalet, juste au cas où mon ami déciderait de rentrer se mettre au chaud. Il ne l'a jamais fait. Mais je continue d'espérer.